de 6,2 gigawatts à 136 gigawatts crête, donc 2 kW crête par habitant. Alors évidemment, par habitant, c'est la moyenne, hein, vous en doutez bien. Donc ça veut dire qu'on a des surfaces ou des grandes toitures qui sont équipées, et ça ne veut pas dire que tout le monde sur sa maison aura des panneaux. C'est pas ça le but. Et alors je ne sais plus pourquoi l'hydraulique est en légère diminution. Je ne sais plus l'hypothèse qui est prise par négawatt pour l'expliquer. Mais en tout cas, elle est légère, elle n'est pas forcément importante. Donc grosso modo, tout augmente en énergie renouvelable. Tout augmente relativement faiblement pour certaines. Ici, donc c'est les énergies marines, les déchets, etc. Mais ça représente en tout cas un petit volume d'énergie finale nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est assez petit, même si ça peut augmenter. Mais ceux qui prennent vraiment une grosse importance, comme vous voyez, c'est l'éolien et la biomasse. Le nucléaire, il n'y aura que 2 diapos, mais on pourra en parler abondamment si vous le souhaitez. Ici, ce sont des années, et c'est les constructions des réacteurs. Et là, c'est en théorie la fin de leur durée de vie pour laquelle ils ont été conçus. Donc comme vous voyez, on a lourdement investi dans les années 70-80 pour construire tous ces réacteurs. Mais le truc, c'est qu'ils vont tous arriver aussi en même temps à leur fin de vie. Donc c'est ce qu'on appelle le mur d'investissement là, pour EDF. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère ça? Donc il y a ce qu'on appelle l'effet falaise. Et donc, parce qu'ils ont été conçus pour une durée de vie de 40 ans. Donc il y a 2 choses à voir, c'est soit on les arrête, ces réacteurs, pour des raisons économiques, pour des raisons de danger, de ressources, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et la raison, c'est qu'ils arrivent à la fin de leur vie. Soit on investit dans la prolongation de ces réacteurs pour les faire durer encore 10 ou 20 ans. Mais c'est 10 ou 20 ans. C'est pas 30, 40, 50, 60. Donc si on investit, c'est déjà un investissement à faire pour les faire durer plus longtemps. Mais en plus, ça veut dire qu'il faudra de toute manière investir encore, au bout de ces 20 ans par exemple, pour les démanteler, ou les arrêter en tout cas, et les remplacer de toute manière. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, dès maintenant, ou en tout cas dans les années à venir, et arrêter les réacteurs un par un, et les remplacer par la sobriété et la production, on pourrait le faire maintenant, mais on pourrait décider de le faire que dans 20 ans. Donc là, il y a des choix stratégiques très importants de la part de l'État à faire. Donc c'est évidemment un enjeu inédit pour la France, en tout cas sur cet aspect-là, et c'est une faisabilité qui est incertaine aujourd'hui. Et notamment parce que, en termes de compétences aujourd'hui, dans le milieu nucléaire français, il n'est pas certain que les compétences soient toujours là pour être capable de rénover ce parc de centrales. Ici, c'est vraiment un des scénaristes du scénario qui est très... Alors vous l'avez peut-être entendu, Yves Marignac, qui est souvent invité sur différentes radios et télévisions maintenant, qui est porte-parole de Négawatt, qui est vraiment spécialisé dans le nucléaire, qui en a fait une étude et qui dit clairement que les capacités techniques aujourd'hui chez EDF ne peuvent pas garantir avec certitude une sécurité et dans la rénovation et dans la construction de nouveaux modèles. Donc un investissement massif qui dépasse les capacités de financement de l'opérateur, ça c'est clair. C'est pas pour rien qu'il y a 1 an, l'État a sorti son plan pour dire l'État va reprendre l'activité nucléaire et laisse à EDF l'activité renouvelable. D'accord? On va en reparler, si vous voulez. Et puis toute prolongation, forcément, retarde la mise en œuvre de la transition. Donc dans le scénario Négawatt, l'arrêt avant 40 ans est la règle. Et donc fermeture du dernier réacteur en 2035. Donc il ne s'agit pas de dire on finit demain. Donc Négawatt n'est pas là pour dire arrêt immédiat pour des questions de danger, etc. On peut entendre. Hein. Mais Négawatt dit on peut l'arrêter, mais on va le faire doucement et simplement, mais en respectant la durée de vie pour laquelle ils ont été conçus. Et pendant ce temps, on fait tout le reste. Sobriété, on développe le renouvelable, etc. Et non négligeable, mais c'est valable dans le nucléaire comme dans d'autres milieux industriels, c'est qu'on prépare les gens qui y travaillent aussi. D'accord ? Il ne s'agit pas que
ils soient virés du jour au lendemain de leur boulot. Évidemment pas, quoi. Donc il y a tout un plan de formation, de requalification, de je ne sais quoi, à préparer, évidemment. Et ça, c'est valable dans le nucléaire, mais c'est valable aussi chez Renault, dans tous les constructeurs de véhicules, par exemple, et d'autres domaines. Ça, je passe. Ah, je sauve ça. Grosso modo, alors je ne vais pas y rester longtemps. Il y a souvent une question sur le stockage d'énergie électrique. Donc, le stockage va être, selon Negawatt, un enjeu plutôt dans les 10-20 ans qui viennent. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire que développer l'éolien ou le photovoltaïque, etc., sur le rythme qu'on fait, même un peu plus élevé, il n'y a pas d'enjeu réel de stockage de cette électricité. Par contre, ce qu'il préconise comme autre moyen de stockage que les batteries et puis d'autres moyens qui existent aujourd'hui, en complémentarité en tout cas, c'est de mettre en parallèle le réseau de gaz, qui existe aussi, le gaz de ville, et le réseau électrique. Et en tout cas, il y a une formule chimique découverte par un certain Sabatier il y a plus de 100 ans, qui a eu le prix Nobel en France, qui a démontré qu'on pouvait, grâce à l'électricité, arriver à du méthane, qui pouvait être, lui, pour le coup, stocké dans le réseau de gaz. D'accord ? Le réseau existe, il n'y a pas besoin de créer un autre, il est là, donc autant l'utiliser. D'accord ? Donc c'est un moyen de stockage de l'électricité, et on peut retransformer ce gaz, évidemment, en électricité quand nécessaire. Là, s'il y a des aspects d'amélioration, par exemple, à vraiment voir, typiquement, c'est l'efficacité de ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pertes à la transformation sont assez importantes. Donc c'est pas satisfaisant, mais c'est un système qui existe, qui utilise des ressources existantes, et donc, dont il suffirait, entre guillemets, d'améliorer le cas. Il y a des installations à l'essai en France, maintenant, il y a des installations en Allemagne, en Autriche, etc., et qui deviennent de plus en plus importantes pour utiliser cette méthode-là. Et évidemment, ici, il y a un rôle primordial, mais bon, c'est le cas de toutes les énergies, des collectivités notamment, pour favoriser l'accès au réseau et pour les mettre vraiment en lien les unes avec les autres. C'est pas seulement les entreprises privées qui peuvent le faire. C'est facile pour une entreprise privée, entre guillemets, de faire un parc éolien. C'est pas si compliqué que ça. Par contre, pour mettre en lien les réseaux, il va falloir que les politiques se mettent dessus sérieusement, si on veut faire ça. J'en terminerai là. Pas là-dessus, mais là-dessus. Donc en 2015, c'est le même schéma que vous avez vu tout à l'heure en introduction, avec les mêmes chiffres, ils n'ont pas changé. On a ajouté ça, donc en source primaire, on a besoin d'environ 3000 TWh. 1 TWh, c'est 1 milliard de kWh. C'est beaucoup. D'accord, c'est beaucoup. Donc on a besoin de toute cette énergie-là, en ressources primaires, pour, chez vous, dans vos bureaux, à l'école, etc., utiliser 1836. D'accord ? Donc on a 1,6 fois plus besoin de sources primaires pour avoir ce qu'on veut à la fin. Ok, chez nous. Bon là, il y a les chiffres pour dire sous quel vecteur est-ce qu'on les retrouve en l'occurrence. Alors, ne pas oublier une chose que je n'ai pas mentionnée en introduction, c'est quand même que ça, là, et ça, d'où ça vient? C'est pas en France. On a eu un peu d'uranium à une époque. Hein. Les dernières mines sont fermées en 2001, je crois, 2002. L'entièreté du pétrole, on l'importe. On a un tout petit peu de gaz de lac, mais bon, c'est que dalle, quoi. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est importé. Et je passe sur les conditions d'extraction et les conditions dans les pays où ça se passe. Et donc, le projet Negawatt, c'est d'arriver à ça. D'accord ? Donc là, grosso modo, on garde à peu près les mêmes quantités. Alors, les ordres de grandeur sont à peu près pareils, hein, vous voyez, hein, ça ne change pas beaucoup. Par contre, ici, bon, c'est l'objectif du scénario, hein, c'est d'arriver à plus utiliser de pétrole ou quasiment plus, donc c'est pas une surprise qu'on arrive à ça. Les pertes sont devenues quasiment négligeables, mais surtout les chiffres là, on passe de 3000 TWh à 1000, donc on divise par 3 les sources primaires d'énergie. Et notamment parce qu'elles sont quasiment toutes locales. Et
les usages finaux passent de 1800 à 800 parce qu'on a appliqué sobriété et efficacité. Donc on a, entre guillemets, plus besoin que de produire 1000 TWh en énergie renouvelable en France, au lieu de 3000 qui pour la plupart sont importés. Je m'arrête là, parce que grosso modo, les conclusions d'après, c'est pour dire, bah évidemment, tout ce système-là, on démontre avec Négawatt que le bilan de gaz à effet de serre, bah, il est ultra positif, et en dioxyde de carbone et en méthane. Donc une lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle de la France, très positif. Un effet positif sur l'emploi. On crée de l'emploi de façon nette. Et là, Négawatt a fait intervenir des structures externes pour en faire l'étude. Donc oui, on détruit de l'emploi dans la production énergétique, pétrole et nucléaire. On détruit de l'emploi dans l'industrie, par exemple la production de voitures et de camions. Mais on en crée énormément dans la rénovation, on en crée énormément dans la production renouvelable, notamment, et on en crée énormément dans l'efficacité énergétique, dans tous ces domaines-là. Et donc le bilan des deux est positif. En l'occurrence, dans certains pays qui ont commencé un peu plus tôt que nous sur ces éléments-là, on retrouve ça. D'accord ? On retrouve ça. Et je voulais finir par donc, le bilan gaz à effet de serre, donc réchauffement climatique, c'est tout positif. Au niveau emploi, c'est positif aussi. Et il me semble que j'oublie une petite chose que je voulais vous dire. Oui, la qualité de l'air et précarité énergétique notamment. Qualité de l'air, bah, on en parle quand même de plus en plus dans nos métropoles, que ce soit à Rouen, à Paris ou ailleurs. Elle est forcément nettement améliorée puisqu'on brûle beaucoup moins de pétrole ou ce genre d'éléments pour produire, mais aussi pour faire de l'énergie. Donc beaucoup moins émetteurs de gaz nocifs. Et évidemment, grâce à la sobriété énergétique et la rénovation des bâtiments, il y a beaucoup moins de précarité énergétique. Forcément, c'est mathématique. Je m'arrête là pour l'instant, donc ouverture aux questions. Je répète les deux choses que j'ai dit en amont. Ce qu'il faut retenir de tout ça, à mon sens en tout cas, 3 éléments. 1, il est faisable, parce que 2, pas de rupture technologique à en attendre. Donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas besoin d'attendre un scientifique qui va nous sortir des trucs de dingue. Et 3, évidemment, sobriété et efficacité. Sobriété et efficacité. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent pour au nom de tout le monde. Donc on peut consacrer du temps entre nous donc pour poser toutes les questions qu'on peut avoir à Laurent sur des incompréhensions, ou besoin de détails, ou etc. On peut parler de ce que ça nous inspire comme idée, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. J'avais dit ça en intro. Voilà, juste pour lancer, moi je trouve ça très intéressant ce scénario parce que souvent on assimile la transition énergétique aux éoliennes et je trouve que là au moins l'exposé l'a bien montré, on voit bien que c'est largement pas du tout le sujet ne se réduit pas du tout à ça. Il y a quand même beaucoup d'autres choses, sobriété, etc. On a pas mal insisté. Ça fait réfléchir. Hein. Voilà, donc c'est une question. Je voudrais revenir sur les éoliennes. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur les éoliennes parce qu'on dit que, je ne sais pas si c'est vrai, qu'au bout de 20 ou 25 ans, elles sont mortes et qu'elles sont pratiquement constituées que de matières non recyclables. C'est ce que j'avais entendu à Saint-Va. Je me souviens quand vous êtes venu l'écrire là. Alors, qu'est-ce qu'il en est là-dessus? Quelle est la vérité? J'arrive. C'est revenu. Ouais, c'est bon. La vérité, c'est que oui, les éoliennes ont une durée de vie, ça c'est clair. Qu'elle est plutôt de 20 ans, effectivement, aujourd'hui, avec les technologies actuelles. Hein. Et en tout cas, l'idée à retenir, je pense, c'est l'avis de Négawatt, mais aussi le mien, donc je vais parler aussi avec ma casquette à moi. Il est clair que quand on met tous les moyens de production les uns à côté des autres et qu'on les compare selon les mêmes critères, même si une éolienne meurt au bout de 20 ans, son impact
en termes environnementaux et de pollution, et j'en passe et des meilleurs, est nettement moindre, cela dit, que l'usage de l'uranium, du pétrole, etc. Donc, même si ça dure que 20 ans, en l'occurrence, par rapport à l'enjeu de réchauffement climatique et de l'enjeu des ressources, ça vaut le coup d'y aller et d'investir là-dedans, clairement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, depuis assez longtemps, il y a ce qu'on appelle le repowering, et c'est ce quand on installe une éolienne en 2010, forcément la techno qui arrive en 2020, elle a changé, elle a évolué, elle est meilleure. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand l'éolienne arrive en fin de vie, on la remplace par une machine plus récente, et donc on ne change pas forcément le lieu pour le coup, on change par une machine plus récente qui va être plus efficace, qui va produire un peu mieux. Voilà. Donc il y a ce système-là qui est en place aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que les éoliennes d'aujourd'hui ou de demain ne vont pas durer 25 ou 30 ans, quoi. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a cette durée de vie-là, mais qui, en termes d'impact, encore une fois global, est bien plus intéressante quand même que les autres dont on a parlé avant. Quel est le recycle ou pas? Je prends le micro. J'ai juste peut-être continué un peu sur cette veine-là, non? La question de... en l'occurrence, j'ai creusé un peu la question du recyclage. Et donc j'ai trouvé qu'en fait il existait un procédé de recyclage des pales avec un produit qui s'appelle, alors je l'ai noté, c'est Ecopolycrete ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est un procédé industriel qui a été testé. Je crois que c'est américain. En tout cas, on sait le faire. Voilà. Il suffirait de travailler un peu le sujet. Et puis sur le repowering, là moi je suis en train de démarrer pour un client, c'est EDF qui va faire ça, le remplacement du parc éolien de Fécamp. Donc ça y est, dans 5 ans il sera arrivé en fin de course, et donc il prévoit de mettre en place les nouvelles éoliennes dans 5 ans, aux mêmes emplacements. Sur les mêmes fondations? Sur les mêmes fondations. Les pales seront un petit peu plus grandes, mais la hauteur totale sera sensiblement équivalente. Comme puissance, ce sera à peu près 15% supérieur. Et juste pour rebondir sur cette histoire de recyclage, je prends l'exemple de la réunion qu'on a eue il y a 2 mois à Saint-Va, au niveau du parc éolien, là. Médiatiquement, il est très simple, en termes de communication, etc., de faire focaliser les gens sur, si on parle d'éoliennes, sur les pales, si on parle sur les panneaux photovoltaïques, sur leur recyclage, etc., sans mentionner les ordres de grandeur. Et les pales d'éoliennes, c'est absolument peanuts par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut produire tous les jours, de nos téléphones, encore une fois, j'y reviens, etc., c'est que dalle, quoi. En termes de volume, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les recycler, hein, c'est pas mon propos, mais c'est de dire que parce que les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables, et apparemment elles peuvent l'être maintenant, parce qu'elles ne le sont pas, alors l'éolien ce n'est pas possible, c'est pas un argument qui peut tenir. Tout comme les métaux rares, alors qu'il n'y en a même pas dans les éoliennes sauf offshore, mais en tout cas c'est pas là que ça consomme le plus. Le béton pour les éoliennes, selon les projections de mégawatts, c'est pour les plots au sol, c'est 3% du béton utilisé globalement pour les bâtiments et les routes, quoi. Donc 3% c'est peut-être trop. Ça, collectivement, on peut en parler pour dire bah, on n'en veut pas parce que c'est trop déjà 3%. Mais il faut regarder ces ordres de grandeur quand même pour savoir décider de ce qu'on va choisir ou pas, quoi, en tout cas. Il y a un bureau d'études en Espagne qui est en train de travailler sur le recyclage des pales. Ils vont faire des skis avec. On aura bah, vous avez dessiné. Mais quand le monsieur avait posé la question, j'étais en train de me dire que à la base, une éolienne, c'est un moulin à vent. Et dans le temps, les moulins à vent ont été faits en bois pour une partie. Il n'y a pas de raison, objectivement, qu'une éolienne soit forcément en béton, comme pour les maisons. Une maison qui est en bois est beaucoup plus facile à déconstruire et à retourner à la terre, ou une maison en terre, que les maisons des matériaux dont on a l'habitude. Et je pense que plus globalement,
Bon, alors, je vois ma coupe, je n'ai pas lu tous les trucs que produisent France Nature Environnement sur l'économie circulaire, mais il me semble que l'un des problèmes, l'un des freins, c'est que en France, mais aussi en Grande-Bretagne, dont je suis issue, on a perdu énormément de notre outil industriel. Et par exemple, pour qu'il y ait un transfert de choix de matériaux, par exemple, là j'ai une chemise, c'est du ponce en plastique. Il n'y a aucune justification à ça. Il peut très très bien être en métal ou en bois, mais on a perdu, les hauts fourneaux, on a perdu des savoir-faire, et c'est difficile de revenir de tout ça. Et bon, même si je suis d'accord par rapport au nucléaire, etc., ça pose quand même question que les matériaux pour construire les panneaux solaires, etc., viennent de loin. Et l'une des choses qu'on a besoin de réfléchir, c'est comment arriver à produire ce qui est réellement nécessaire chez nous. Les pales d'éoliennes, ce n'est jamais du contreplaqué avec de la résine collée comme un bateau en bois, c'est du balsa. Donc en fait, ils utilisent des techniques pour que les pales soient les plus possibles. Je ne sais pas si tout le monde vous entend. Et les plus légères possibles. Alors, moi, je vais rebondir sur deux aspects. D'abord sur l'éolienne. Alors, je ne suis pas un concepteur d'éolienne, mais a priori, la production éolienne est bien plus efficace, avec les éoliennes qu'on voit partout là, avec du vent constant, le plus constant possible, et avec une certaine vitesse, en l'occurrence, d'accord ? Et ça, on ne le trouve pas à hauteur d'homme, on le trouve à 50, 100 mètres de haut. Et là, il faut quand même des matériaux très solides sur cette hauteur-là, sans emprise trop importante sur le sol, pour que ça tienne, tout simplement, parce que la force du vent, elle n'est pas négligeable. Donc je doute qu'un mât d'éolienne, avec sa circonférence actuelle, sur la hauteur actuelle, avec du bois, soit suffisamment fort. C'est certainement un des problèmes majeurs. Et sur la deuxième chose, bah oui, la seule chose que je peux commenter, c'est que Negawatt, en fait, promeut la production la plus locale possible, avec l'usage des ressources locales, ça c'est clair. Et par contre, il promeut aussi plutôt un usage de panneaux photovoltaïques venant de Chine que pas de panneaux photovoltaïques du tout. Voilà. Alors maintenant, volonté politique, il doit y avoir pour relocaliser la production locale, parce que c'est possible. Les minéraux, ils n'ont pas besoin d'être en Chine, il y en a en France. Maintenant, on ne veut pas le faire. Une des raisons, ça a été que c'est très polluant, donc on préfère polluer en Chine que polluer chez nous, quoi. Donc voilà. Mais il y a besoin d'efficacité énergétique dans le système, d'extraction, etc. On en revient toujours à la même question. C'est possible là. Aujourd'hui, politiquement, on ne le fait pas. C'est un choix à faire. Mais le choix, aujourd'hui, il se fait par défaut. Et de dire, bah oui, il vaut mieux des panneaux chinois que pas de panneaux du tout, quoi. Grosso modo, par rapport à la question de la transition. Mais moi, je te rejoins sur le fait qu'il vaut mieux que ça soit fait là. À ce sujet-là, moi j'étais un petit peu étonnée des transports. Excuse-moi, juste, on essaie de distribuer un peu la parole et surtout de parler dans les micros pour que tout le monde entende. Alors, il y avait donc il y a une question derrière et après on peut te redonner le micro. Excusez-moi. Je voulais savoir quelle est aujourd'hui l'influence de Negawatt sur l'État et sur les entreprises, sur le monde économique, puisqu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de changements qui impliquaient quand même du changement chez les industriels, les multinationales, et tout ce qui fait l'économie pose problème. Donc voilà. Aujourd'hui, Negawatt s'inscrit comment dans ces jeux d'influence-là? Alors je vais peut-être faire une réponse de Normand. Non, pourtant je ne le suis pas. Non, il y a un gros travail de Negawatt et de ses porte-parole, ambassadeurs, enfin pas moi, mais de gens à Paris en tout cas, on va dire de lobbying en tout cas, et au niveau des ministères, notamment dans le bâtiment, où Negawatt a créé en fait un programme de rénovation de bâtiments, par exemple à l'échelle de Beauville. Ils ont, en lien avec des collectivités, mis en place des formations d'artisans et d'entreprises locales pour aller rénover
dans la même période, 50, 100 maisons du village. D'accord ? Et ils ont surtout démontré que, un, c'était économique, et que deux, ça marchait. Et que ça créait une dynamique locale, parce que la vertu de l'exemple faisait qu'on multipliait les choses. Donc cette formation-là, et cette application-là, a été reconnue par l'État, a été reconnue par le ministère du Logement, etc. Il n'a pas été pour autant répliqué. D'accord ? Et donc il y a des démarches diverses et variées avec les maigres moyens que Negawatt a pour apporter la bonne parole à différents niveaux d'État. Ils ont été appelés dans différentes réflexions pour des lois pour avoir leur expertise, mais ils le sont tout autant que les autres. D'accord ? Et on en a vu un exemple, une conséquence, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, où les radiateurs électriques sont redevenus normales. Voilà. C'est interdit dans plein de pays, parce que c'est pas efficace, etc. Ça utilise beaucoup d'énergie primaire, et le lobbying en face a gagné la partie, en l'occurrence. Donc, on sait que Negawatt a fait passer, en tout cas, des idées. La loi de 2015 a vraiment clairement repris des idées Negawatt en termes de sobriété et d'efficacité, par exemple. D'accord ? Et même en partie, on pourrait dire sur le nucléaire. Voilà. Mais donc culturellement, il y a des choses qui ont évolué, entre autres grâce à eux, il n'y a pas que eux, mais entre autres. Maintenant, en termes d'impact réel, le nombre, j'imagine, et les moyens financiers disponibles font que c'est certainement moins que d'autres structures. Voilà. Mais je reviens sur le fait que la notion hyper importante de sobriété et d'efficacité, elle est passée dans le langage, quoi. C'est-à-dire que même certains politiques qui avaient un discours complètement différent il y a 10 ou 15 ans, voilà, on fait du chemin. Et les industriels aussi, en fait. On peut difficilement nier cet aspect-là aujourd'hui. En fait. Et ça, c'est clairement grâce à Negawatt notamment. Donc, ils ont au moins apporté ça. Moi, je voulais simplement une petite remarque. Que dans les transports, derrière, ils ne peuvent pas t'entendre. Le micro, en fait, il faut le coller sur la bouche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, je reprends. Petite remarque, j'étais étonnée qu'au niveau des transports ne soit pas comptabilisé transport maritime, tous les porte-conteneurs qu'on peut voir défiler. Est-ce que c'est parce qu'au bout du compte, c'est impressionnant, mais ça n'a pas d'impact, ou est-ce que c'est comptabilisé ailleurs? Non, c'est bien comptabilisé, en l'occurrence, mais l'impact global en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il n'est pas autant que le reste, en fait. Et il y en a, mais en fait, là où les porte-containers, les plus gros et les machins sont très dérangeants, c'est sur les émissions de particules fines, où ils ont un taux d'émission absolument dingue. Ils ont aussi des gaz à effet de serre, ça c'est clair, et en termes de volume, c'est pas autant que ce qu'on peut voir sur les routiers. Le parc automobile mondial de voitures et de camions, il est absolument gigantesque. Et il est bien plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour le coup que ça. Mais c'est bien. Moi, je veux bien juste compléter un peu sur cette réponse. J'ai pas de chiffre du tout sur cette réponse, mais à mon sens, le transport maritime permet aussi d'externaliser des émissions de gaz à effet de serre ailleurs. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre industrie, des téléphones portables, etc., ils sont comptabilisés en Chine et pas chez nous. Donc il y a un petit... alors en effet, le poids du transport en soi, je rejoins assez facilement ce que dirait Laurent, mais je pense que ça doit nous interroger aussi sur quand on entend, oui, l'Europe a baissé, les émissions de gaz à effet de serre baissent en Europe, c'est vrai, mais aussi on a externalisé beaucoup d'émissions en désindustrialisant. Voilà. Pour faire, parce que